Dans un petit village perdu au cœur de la France, où le temps semblait s'être arrêté, une question flottait dans l'air, lourde de sens. Que signifie vraiment aimer? Pour Elena, cette interrogation n'était pas qu'une simple réflexion, mais une réalité qu'elle vivait au quotidien. Elle avait consacré presque 3 décennies de sa vie à s'occuper de son mari, Andrés, plongé dans un état végétatif après un tragique accident de voiture. Chaque matin, elle se levait avec le même espoir, le même dévouement, et chaque soir, elle se demandait si ce sacrifice valait toujours la peine. Aimer, pour elle, n'était pas seulement une question de présence, mais de promesse, de fidélité inébranlable malgré l'absence de réponse. Elena était une femme forte, mais aussi vulnérable. Ses yeux, d'un bleu profond, reflétèrent les années de chagrin et de résilience. Bien qu'elle ait toujours été le pilier de son foyer, elle ressentait un vide immense dans son cœur. Ses rêves d'une vie partagée avec Andrés s'étaient évaporés dans le silence. Elle se souvient des jours où ils se promenaient, main dans la main, riant aux éclats, projetant des plans pour l'avenir. Aujourd'hui, ces souvenirs étaient à la fois un réconfort et un fardeau, la poussant à se battre pour un amour qui semblait de plus en plus inaccessible. Le village, avec ses ruelles pavées et ses maisons aux volets colorés, semblait être un tableau vivant. Mais pour Elena, chaque coin de rue était une constante réminiscence de son passé heureux, maintenant terni par la douleur. Les gens la connaissaient, la saluaient avec des regards mêlés de compassion et de curiosité, mais ils ne comprenaient pas l'ampleur de son sacrifice. Ils lui disaient de passer à autre chose, de vivre sa vie, mais pour elle, cela semblait impossible. Andrés n'était pas qu'un mari, il était son âme sœur, son meilleur ami. Abandonner cette vie qu'ils avaient construite ensemble était une pensée insupportable. La nuit où tout changea, le ciel était d'un noir profond, parsemé d'étoiles scintillantes, comme si l'univers lui-même retenait son souffle. Les médecins avaient prononcé des mots que personne ne voulait entendre, prédisant que la fin était proche. Elena s'était assise à côté du lit d'hôpital, tenant la main de son mari, comme elle l'avait fait tant de fois auparavant. Elle lui avait murmuré des mots d'amour, des souvenirs, des promesses de jours meilleurs qui, elle le savait, ne viendraient peut-être jamais. Elle avait besoin de lui, de son regard, de sa voix, même si tout cela n'était qu'un rêve lointain. C'est alors que l'impossible se produisit. Andrés s'ouvrit lentement les yeux, et dans un murmure faible, il lui dit une phrase qui marqua un tournant dans leur histoire. « J'ai tout entendu, Elena. Chaque mot. Merci de ne pas avoir abandonné. » Ce moment, chargé d'émotions, fut à la fois un soulagement et un tremplin pour Elena. C'était comme si, dans ce silence lourd de sens, la promesse d'un amour éternel avait trouvé une voie. Cependant, ce retournement de situation ne marquait pas la fin de leurs épreuves, mais plutôt le début d'un nouveau chapitre. Le chemin qui s'ouvrait devant eux était semé d'obstacles, et le retour à la réalité était tout aussi intimidant. Comment reconstruire une vie après tant d'années de silence? Comment naviguer dans un monde qui avait évolué pendant qu'Andrés était enfermé dans son corps? Les défis étaient immenses, et la peur de l'inconnu pesait sur les épaules d'Elena. Elle devait non seulement faire face à la réhabilitation de son mari, mais aussi à la nécessité de redéfinir leur relation, leurs rêves, et leur place dans ce village qui avait été leur maison. L'amour d'Elena et d'Andrés, bien qu'éprouvé par le temps et la douleur, était sur le point de se transformer. Elle allait devoir puiser dans sa force intérieure, se battre non seulement pour lui, mais aussi pour elle-même. Chaque jour serait un défi, chaque progrès une victoire. Mais elle savait qu'avec Andrés à ses côtés, même les moments les plus sombres pourraient être illuminés par l'espoir. Dans cette quête de réhabilitation et de redécouverte, Elena se heurterait à des défis inattendus. Les regards des autres, les jugements voilés, les attentes sociales et le poids de la responsabilité pèsent lourdement sur son cœur. La société, avec ses normes souvent rigides, ne comprenait pas l'intensité de leur amour, mais elle se refusait à laisser ces pressions l'abattre. Elle était déterminée à prouver que l'amour pouvait triompher de toutes les épreuves, même celles qui semblaient insurmontables. Ainsi, alors qu'Elena se tenait à l'orée de ce nouveau chapitre, elle réalisait que chaque pas serait une occasion de grandir, de se réinventer. L'histoire qu'elle avait tant aimée avait pris un tournant imprévu, mais elle était prête à l'affronter. Après tant d'années de silence, la voix d'Andrés résonnait en elle comme un rappel poignant de la force de leur lien. Ensemble,
Ils allaient naviguer dans l'inconnu, armés de l'amour inconditionnel qui les avait unis face à l'adversité. C'était là, dans ce mélange d'espoir et de peur, qu'ils allaient redéfinir ce que signifie vraiment aimer. Chaque jour, après avoir quitté le lit d'Andrés, je me retrouvais face à un nouveau défi. Les premiers jours après son éveil avaient été marqués par une euphorie palpable. Je me souviens de ce moment où, pour la première fois, il avait tenu ma main avec une force que je croyais perdue à jamais. Mais rapidement, cette joie s'était teintée d'inquiétude. Les médecins m'avaient prévenu que la réhabilitation serait un long chemin semé d'embûches. Je ne savais pas à quel point ces mots seraient véridiques. Le premier obstacle est apparu sous la forme de la rééducation. Les séances étaient épuisantes, tant pour lui que pour moi. Je me souviens de cette première fois où Andrés avait tenté de lever un bras. Sa détermination était palpable, mais la douleur dans ses yeux m'a déchiré le cœur. J'ai ressenti une vague d'impuissance. Je voulais le porter, l'aider, mais chaque progrès semblait s'accompagner de ralentissement, de recul. Une partie de moi commençait à douter de ma capacité à l'accompagner sur ce chemin. C'est alors que j'ai fait la connaissance de Claire, une physiothérapeute au sourire chaleureux, mais à l'attitude ferme. Elle m'a aidé à comprendre que la réhabilitation d'Andrés serait non seulement physique, mais aussi émotionnelle. Claire ne mâchait pas ses mots. Elle m'a dit un jour, en me regardant droit dans les yeux, que je devais aussi prendre soin de moi, sinon je ne pourrais pas prendre soin de lui. Cette déclaration m'a fait réfléchir. Dans ma quête pour être la meilleure épouse possible, avais-je oublié qui j'étais? L'inquiétude se mêlait à la culpabilité. Chaque fois que je prenais un moment pour moi, je ressentais un poids sur ma conscience. Les jours passaient, et je me suis mis à sentir un fossé se creuser entre Andrés et moi. Les progrès qu'il faisait en réhabilitation étaient parfois éclipsés par mes propres doutes. Je me suis mis à craindre que notre amour, si fort, ne s'effrite sous la pression de cette nouvelle réalité. Les souvenirs de nos balades main dans la main, de nos rires, semblaient de plus en plus lointains. Les jours de rééducation étaient longs, et les soirées plus cruelles. Les murmures de l'inquiétude et de la peur remplissaient le silence de notre maison. J'ai commencé à ressentir le regard des autres, lourd de jugement. Les gens du village, bien intentionnés, mais incapables de comprendre l'ampleur de ce que nous traversions, me conseillaient de lâcher prise, de penser à moi. Mais comment pouvais-je penser à moi quand chaque minute, chaque seconde, j'étais tiraillé entre l'amour que je lui portais et l'angoisse de le voir souffrir? Un jour, alors que je sortais du centre de réhabilitation, j'ai croisé Marc, un ami d'enfance d'Andrés. Il avait toujours été là pour nous, mais cette fois-ci, je pouvais voir dans ses yeux une lueur de scepticisme. Tu sais, Elena, il faut être réaliste. Parfois, les gens ne reviennent pas de ce genre de choses. Ces mots ont été comme une gifle. L'angoisse que je ressentais s'est intensifiée, et je me suis demandé si, au fond, il n'avait pas raison. Peut-être que je me battais pour un amour qui n'avait plus de place dans le monde tel qu'il était devenu. Les doutes ont commencé à s'immiscer dans mes pensées, rendant chaque décision plus difficile. Devais-je continuer à me battre, ou devais-je accepter que la vie d'Andrés, telle que je l'avais connue, était révolue? Je me suis mise à me poser des questions que je n'aurais jamais imaginées. Si je devais envisager un futur sans lui, quel genre de vie me restait-il? Claire, avec sa sagesse et son franc-parler, est devenue une sorte de mentor pour moi. Elle m'a appris que la force ne réside pas seulement dans l'acharnement, mais aussi dans la capacité à accepter les choses que nous ne pouvons pas changer. Elle m'a encouragé à trouver une nouvelle manière d'aimer Andrés, une façon qui tenait compte de notre réalité. Au début, j'étais réticente. Comment pouvais-je changer ce que j'avais toujours cru être l'essence même de notre amour? Un soir, alors que je rentrais chez moi, épuisé par une journée de rééducation, je me suis arrêté sur le chemin. Le ciel était d'un bleu profond, parsemé d'étoiles scintillantes, et j'ai ressenti une vague de nostalgie. Dans ce silence, j'ai réalisé que je n'étais pas seul dans cette lutte. Je pensais à toutes les femmes du village qui, comme moi, portaient des fardeaux invisibles, mais qui trouvaient aussi la force de se lever chaque matin. En revenant chez moi, j'ai décidé de changer ma perspective. Plutôt que de voir la réhabilitation d'Andrés comme un parcours semé d'embûches, j'ai décidé de le considérer comme une aventure, une nouvelle façon de découvrir notre amour. J'ai commencé à parler avec lui de mes peurs, de mes doutes, et j'ai remarqué qu'il réagissait à mes mots, même sans pouvoir les exprimer. Chaque moment partagé devenait une victoire,
chaque sourire qu'il me donnait, une promesse que nous n'étions pas complètement perdus. Mais cette nouvelle dynamique ne fut pas sans obstacle. Les jours où je voulais abandonner, où la fatigue me submergeait, étaient souvent suivis d'une lumière douce et réconfortante lorsque je voyais Andrés faire un progrès, même minime. Ces petites victoires, je les partageais avec Claire, qui m'aidait à comprendre que la réhabilitation n'était pas seulement un chemin unidirectionnel, mais un voyage plein de détours et d'apprentissage. À travers ces batailles, j'ai commencé à construire une communauté autour de moi. J'ai rencontré d'autres familles dans la même situation, des personnes qui comprenaient mes peurs et mes joies. Ces rencontres m'ont permis de voir que, bien que notre histoire soit unique, nous partagions tous le même désir de ne pas abandonner, de croire en la possibilité d'un avenir meilleur. Ainsi, j'ai commencé à redéfinir ce que cela signifiait pour moi d'aimer. Aimer, ce n'était pas seulement être là, mais aussi être capable de se laisser aller, de partager mes doutes et mes espoirs. C'était accepter que la route serait longue et sinueuse, mais que chaque pas en avant, aussi petit soit-il, était une victoire à célébrer. Mon cœur battait d'espoir, mais il était aussi lourd de la peur de l'inconnu. Je savais que le chemin serait semé d'embûches, mais je me sentais prête à l'affronter. Andrés avec sa force silencieuse, et moi, avec mon amour inébranlable, allions trouver notre voie, ensemble. C'était le début d'un nouveau chapitre, un chapitre où l'amour ne serait pas seulement une promesse, mais une réalité tangible à savourer jour après jour. Chaque jour, je me levais avec une autre couche de fatigue sur les épaules. La réhabilitation d'Andrés, bien que parsemée de petites victoires, était également le théâtre de défis inattendus qui me laissaient souvent sur le fil du rasoir. Un matin, alors que je l'accompagnais à sa séance de physiothérapie, j'ai découvert qu'un autre patient, un homme du même âge qu'Andrés, avait fait des progrès impressionnants. Les paroles du thérapeute résonnaient dans ma tête. La compétition peut être motivante, mais elle peut aussi détruire l'esprit. Je sentais un mélange de fierté et d'envie, une émotion contradictoire qui me brûlait l'estomac. Pourquoi Andrés ne progressait-il pas aussi vite? Cette pensée ne me quittait pas. Chaque fois que je voyais ce jeune homme avancer avec assurance, je me sentais de plus en plus accablé. Mes conversations avec Andrés prenaient une tournure différente. Je ne pouvais m'empêcher de lui dire à quel point je voulais le voir se battre, à quel point je croyais en lui. Mais au fond, je savais que mes attentes le pesaient. Je pouvais voir la pression dans ses yeux, cette lueur de découragement que je craignais tant. Un soir, après une longue journée de rééducation, je suis rentré chez moi avec cette frustration qui bouillonnait en moi. Je voulais crier, pleurer, mais je me suis plutôt retrouvé devant le miroir, à me dévisager. Qui étais-je devenu? L'image qui me renvoyait le miroir me semblait étrangère. La fatigue se lisait sur mon visage, et j'ai compris que mes propres luttes émotionnelles commençaient à me consumer. À l'hôpital, j'ai croisé Claire, et je lui ai confié mes inquiétudes. Elle m'a écouté attentivement, puis m'a conseillé de me concentrer sur ce que je pouvais contrôler. La jalousie et la comparaison ne te serviront pas. Chaque personne a son propre chemin, m'a-t-elle dit. Mais ces mots ne suffisaient pas à apaiser la tempête à l'intérieur de moi. J'avais besoin de plus que des conseils. J'avais besoin de réponses. En plus de mes luttes internes, la pression financière commençait à me peser. Les frais médicaux, combinés à ma perte de revenus en raison de l'absence de travail, commençaient à créer un stress palpable. Je me suis mis à réfléchir à des solutions, mais chaque idée semblait vouée à l'échec. J'ai commencé à envisager de vendre notre maison, une pensée qui me striait le cœur. Cela symbolisait non seulement la perte de notre foyer, mais également l'abandon de notre rêve commun. Chaque décision devenait un dilemme moral. Marc, qui avait été une présence réconfortante dans nos vies, est devenu un élément imprévisible dans ce tableau. Un jour, il m'a suggéré de postuler pour un emploi à temps partiel dans une entreprise locale. Bien que l'idée me tentait, je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'il ne voyait pas à quel point j'étais déjà à bout de nerfs. J'ai vu dans ses yeux un mélange d'inquiétude et d'impatience. « Elena, tu dois penser à toi aussi. Andrés a besoin d'une version de toi qui est forte et épanouie, » m'a-t-il dit, son ton plus ferme que jamais. Mais à ce moment-là, je ne savais pas si je pouvais être cette personne. Les jours passaient et la tension montait. Chaque fois que je m'asseyais pour parler avec Andrés,
J'essayais de dégager une énergie positive, mais au fond, je savais que cela devenait de plus en plus difficile. Les doutes sur mes capacités à le soutenir prenaient le pas sur ma volonté. Je me souviens d'un soir où, après avoir vu Andrés tenter de lever sa jambe sans succès, j'ai craqué. Je suis sorti de la pièce en larmes, incapable de contenir ma douleur. C'est à ce moment-là qu'Andrés a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Il m'a suivi et m'a pris dans ses bras, malgré sa faiblesse. C'était un geste si simple, mais qui m'a fait réaliser que même dans ces moments de souffrance, il avait encore la force de me soutenir. Cela m'a fait comprendre que ma lutte n'était pas seulement la sienne, mais la nôtre. J'avais besoin de lui autant qu'il avait besoin de moi. Cette prise de conscience a été un tournant. J'ai commencé à mettre en pratique les conseils de Claire. J'ai cherché des groupes de soutien et j'ai commencé à partager mes expériences avec d'autres femmes qui traversaient des épreuves similaires. Ces rencontres m'ont permis de voir que je n'étais pas seul dans ma lutte. Certaines d'entre elles avaient fait face à des défis encore plus grands et leur force m'a inspiré. Un jour, lors d'une de ces réunions, j'ai rencontré Lila, une femme dont le mari avait subi un accident similaire à celui d'Andrés. Elle m'a parlé de sa façon de trouver un équilibre entre ses responsabilités envers son mari et ses propres besoins. Ces mots résonnaient en moi. Il est essentiel d'être là pour lui, mais il est tout aussi important de ne pas se perdre soi-même. Ces paroles ont déclenché une nouvelle réflexion. J'ai compris que je pouvais trouver un moyen d'être à la fois présente pour Andrés et pour moi-même. Les jours suivants, j'ai commencé à réorganiser ma routine. Je me suis engagé à prendre des moments pour moi, même si cela signifiait faire des pauses de quelques minutes pour respirer profondément ou faire une courte promenade. J'ai commencé à écrire mes pensées dans un journal, transformant mes doutes en mots. Cela m'a aidé à clarifier mes émotions et surtout, à me rappeler que je n'étais pas seul dans cette épreuve. Claire a remarqué ce changement et m'a encouragé à parler à Andrés de mes découvertes. Je me souviens de la première fois que j'ai partagé avec lui mes réflexions sur la nécessité de trouver un équilibre. Au début, il semblait surpris, mais ses yeux se sont illuminés lorsqu'il a compris que je ne voulais pas abandonner notre amour. Cette conversation a ouvert la porte à une nouvelle forme de communication entre nous, où nous avons pu partager nos peurs sans jugement. Cependant, la tempête n'était pas encore passée. Les tensions financières continuaient de croître, et je savais que je devais prendre une décision concernant le travail. J'ai décidé de postuler pour ce poste à temps partiel, non pas pour abandonner Andrés, mais pour construire un avenir pour nous deux. Je voulais qu'il voie que je me battais pour nous, que je ne perdais pas espoir. Au fur et à mesure que je me lançais dans cette nouvelle aventure, je me suis rendu compte que mes doutes persistaient. Chaque fois que je recevais une réponse négative, je me sentais comme si je perdais une bataille. Mais avec chaque défi, je réalisais que je devenais plus forte. Ma résilience grandissait et je commençais à croire en moi de nouveau. Andrés, de son côté, continuait à se battre. Ses progrès, bien que lents, étaient présents. Je voyais la détermination dans ses yeux et cela me poussait à ne pas abandonner. Nous étions en train de réécrire notre histoire et même si le chemin était semé d'embûches, notre amour, bien que transformé, restait intact. Alors que je m'engageais à poursuivre ce chemin, je savais qu'une transformation était en cours, non seulement pour Andrés, mais aussi pour moi. Nous allions affronter ce qui nous attendait ensemble, main dans la main, prêts à écrire les prochains chapitres de notre vie, quels qu'ils soient. Un matin, alors que le soleil peinait à percer les nuages gris, j'ai reçu un appel qui allait bouleverser notre vie. La voix au bout du fil était celle d'un représentant de l'assurance, et mes mains ont commencé à trembler en entendant les mots « décision finale ». Ils avaient refusé la couverture pour les soins d'Andrés, invoquant des clauses que je n'avais même pas prises en compte. Mon cœur a chaviré, et je me suis senti submergé par un sentiment de désespoir. Comment allions-nous faire face à cette nouvelle réalité? À cet instant précis, toute la pression financière, tous les doutes, tous les sacrifices que j'avais faits pour Andrés et pour nous deux, se sont cristallisés en une immense boule de douleur. J'étais à la fois en colère et terrifié. Comment pouvais-je rester forte pour lui, alors que les fondations mêmes de notre sécurité étaient en train de s'effondrer? Je me suis assise sur le bord de mon lit, le téléphone à l'oreille, incapable de prononcer un mot. Les larmes ont commencé à couler et je me suis laissé aller à ma douleur.
La frustration et l'angoisse se mêlaient à une colère sourde envers ce système qui semblait se moquer de nous. Je me suis demandé si tout cela en valait vraiment la peine, si j'étais suffisamment forte pour affronter cette tempête. La voix du représentant continuait à résonner dans ma tête, mais je ne l'écoutais plus. J'étais perdu dans mes pensées, entouré par un silence assourdissant. Lorsque j'ai finalement raccroché, une vague de désespoir m'a submergé. Je savais que je devais parler à Andrés, mais l'idée de lui annoncer cette nouvelle me paralysait. Je craignais qu'il ne se sente encore plus accablé, qu'il pense que je ne faisais pas assez pour nous. Mais en même temps, je savais que je ne pouvais pas le tenir à l'écart de cette réalité. Quand je l'ai trouvé dans la salle de rééducation, il m'a souri, un sourire qui à cet instant m'a semblé à la fois réconfortant et déchirant. Je me suis approché de lui, la gorge serrée, et j'ai partagé la nouvelle. À ma grande surprise, sa réaction ne fut pas celle que j'avais anticipée. Au lieu de la colère ou du désespoir, j'ai vu dans ses yeux une détermination renouvelée. « Elena, nous allons trouver une solution. Nous devons nous battre ensemble », a-t-il dit, sa voix empreinte de force malgré sa faiblesse physique. À ce moment-là, quelque chose a changé en moi. La douleur de la situation, bien que toujours présente, a été remplacée par un sentiment de solidarité. Je n'étais pas seul dans cette lutte. Andrés et moi étions unis dans cette épreuve, et ensemble, nous pouvions affronter ce qui nous attendait. C'était un tournant. J'ai pris conscience que, plutôt que de me laisser submerger par la peur, je pouvais utiliser cette situation comme un tremplin. J'ai commencé à envisager des solutions. J'ai contacté des organismes de soutien, des associations qui pourraient nous aider à faire face à nos difficultés financières. Je me suis aussi renseigné sur les recours possibles contre la décision de l'assurance. En parallèle, j'ai commencé à développer une nouvelle stratégie pour ma propre vie. J'ai réalisé que je ne pouvais plus me permettre de rester passive. J'ai commencé à chercher activement des opportunités de travail, non seulement pour subvenir à nos besoins, mais aussi pour retrouver un sens à ma vie, en dehors de la réhabilitation d'Andrés. L'émotion qui m'habitait était à la fois celle de l'inquiétude et de l'espoir. Chaque appel que je passais, chaque formulaire que je remplissais, me donnait un peu plus de force. Je me sentais comme une guerrière, prête à défendre notre amour et notre avenir. Andrés, de son côté, a continué à progresser, lentement mais sûrement. Chaque petit pas qu'il faisait devenait une victoire pour nous deux. Nous avons commencé à célébrer ces petites réussites, et je me suis rendu compte que, même dans la difficulté, il y avait une beauté dans notre lutte. Au fil des semaines, alors que nous affrontions ensemble cette tempête, notre relation s'est transformée. Nous avons appris à communiquer plus ouvertement, à partager nos peurs et nos espoirs sans crainte de jugement. Les doutes qui pesaient sur moi se sont dissipés peu à peu, remplacés par une nouvelle confiance en nous. Cette expérience m'a permis de réaliser que la vie ne se résumait pas à la comparaison avec les autres ou à l'atteinte de certains objectifs. Il s'agissait plutôt d'un voyage, d'un chemin que nous parcourions ensemble, avec ses hauts et ses bas. Chaque jour, nous faisions face à de nouveaux défis, mais nous étions armés de notre amour et de notre détermination. Je savais que la route serait encore longue et semée d'embûches, mais je me sentais prête à l'affronter. Ce tournant avait redéfini ma perspective, m'enseignant que les véritables forces se révélaient dans l'adversité. Et dans cette union renforcée avec Andrés, je voyais un nouveau chemin se dessiner, rempli de possibilités que je n'avais jamais imaginées auparavant. Ensemble, nous allions réécrire notre histoire, main dans la main, avec la certitude que l'amour pouvait surmonter n'importe quel obstacle. Le mois suivant, alors que les jours s'allongeaient et que le soleil commençait à briller, plus souvent, une nouvelle déferlante de stress s'est abattue sur nous. Après de nombreuses démarches, j'avais enfin réussi à obtenir un rendez-vous avec un avocat spécialisé en droit des assurances. J'avais espoir, mais aussi une peur sourde au creux de l'estomac. Ce rendez-vous serait déterminant. Il pouvait marquer un tournant dans notre combat pour la couverture des soins d'Andrés, ou bien être un nouveau coup dur, une nouvelle porte fermée sur nos rêves. Lorsque je suis arrivé au cabinet de l'avocat, j'ai ressenti une montée d'adrénaline. L'angoisse me rongeait, mais j'étais déterminé à me battre. Je voulais comprendre chaque détail, chaque clause que l'assurance avait utilisée pour nous refuser le soutien dont nous avions tant besoin. L'avocat, un homme d'une 50aine d'années avec un regard perçant,
a écouté attentivement mon récit. Puis il a commencé à expliquer la situation, et chaque mot résonnait comme un coup de gong dans ma tête. Les clauses que l'assurance a invoquées sont complexes, mais elles ne sont pas inéluctables, a-t-il dit. Il existe des recours, mais cela demandera du temps et des efforts. Vous devez être prête à vous battre. Ces mots résonnaient en moi, et je savais que je ne pouvais pas reculer. Ce combat n'était pas seulement pour Andrés, c'était pour nous deux, pour notre avenir, pour notre dignité. Les jours suivants ont été marqués par une intensité incroyable. Je passais des heures à rassembler des documents, à communiquer avec l'avocat, à discuter avec d'autres familles ayant vécu des expériences similaires. Je m'immergeais dans cette lutte avec une détermination que je ne savais pas posséder. Mais alors que l'échéance pour déposer notre recours approchait, j'ai reçu un appel qui a tout changé. C'était l'assurance. Ils avaient décidé de réexaminer notre dossier. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Cela pouvait être une chance, mais cela pouvait aussi être un piège. L'angoisse était palpable, et je me suis rendu compte que je n'étais pas seulement en train de me battre pour Andrés, mais aussi pour moi-même, pour ma capacité à affronter l'inconnu. Le jour du rendez-vous avec le représentant de l'assurance, j'étais nerveuse. J'avais pris soin de me préparer, d'anticiper les arguments qu'il pourrait avancer, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir une vague de doute. Et si cela ne fonctionnait pas? Et si je ne parvenais pas à défendre les intérêts d'Andrés comme il le méritait? Lorsque je suis entré dans la salle de réunion, je me suis senti minuscule face à l'immense table entourée de représentants de l'assurance. Ils avaient l'air sûrs d'eux et leur arrogance semblait palpable. Mais cette fois, je ne voulais pas me laisser intimider. Je me suis rappelé d'Andrés, de sa force, de son sourire qui m'encourageait chaque jour. Je devais être sa voix. Je me suis levé et j'ai commencé à exposer notre cas. Chaque mot que je prononçais était chargé d'une passion et d'une colère que j'avais accumulée au fil des semaines. Je parlais des sacrifices que nous avions consentis, de l'importance des soins pour la réhabilitation d'Andrés, mais surtout, je parlais de notre amour, de notre volonté de nous battre ensemble. J'ai vu quelques regards s'adoucir, mais je pouvais sentir la résistance. Le moment le plus tendu est arrivé lorsque le représentant principal a commencé à contre-argumenter. Il a évoqué des détails techniques, des clauses obscures que je n'avais pas anticipées. Mon cœur s'est serré, et j'ai presque perdu le fil de ma pensée. Mais au fond de moi, quelque chose s'est réveillé. Je me suis souvenu de toutes les nuits passées à me battre, des moments d'angoisse, et de la promesse que j'avais faite à Andrés de ne jamais abandonner. J'ai pris une profonde inspiration, et j'ai décidé de changer de tactique. Au lieu de me concentrer uniquement sur les détails juridiques, j'ai commencé à parler du côté humain de notre histoire. J'ai partagé des anecdotes sur la force d'Andrés, sur ses progrès, sur son rêve de retrouver une vie normale. J'ai vu des visages se crisper, mais aussi des expressions se radoucir. Peut-être que j'avais touché une corde sensible. Le représentant a essayé de reprendre la main, mais cette fois, je ne l'ai pas laissé faire. Nous ne sommes pas ici juste pour des chiffres, lui ai-je lancé. Nous sommes ici pour une vie, pour l'avenir de quelqu'un qui mérite d'avoir accès à des soins. Vous avez le pouvoir de changer cela. Les mots étaient sortis presque sans que je les contrôle, mais ils avaient un poids que je n'aurais jamais cru possible. La tension était palpable. J'avais mis toutes mes cartes sur la table, et je savais que le moment de vérité approchait. J'ai vu le représentant échanger un regard avec ses collègues. Un silence pesant s'est installé dans la pièce, et j'ai compris que ce silence était crucial. Ils étaient en train de peser le pour et le contre. J'ai ressenti une vague d'espoir mêlée à une peur profonde. Qu'allait-il se passer? Finalement, le représentant a pris la parole, et chaque mot qu'il prononçait me semblait à la fois lourd et léger. Nous allons examiner votre dossier de manière plus approfondie. Vous recevrez une réponse dans les prochains jours. C'était à la fois une victoire et une incertitude. Je savais que la bataille n'était pas encore gagnée, mais nous avions décroché une nouvelle chance, un sursis. En sortant du bureau, j'ai ressenti un mélange d'euphorie et d'épuisement. J'avais affronté ma peur. J'avais osé me lever pour nous deux. Je savais que je pouvais affronter l'inconnu. La réaction d'Andrés en apprenant la nouvelle fut incroyable. Ses yeux brillaient d'une lueur d'espoir, et je pouvais voir qu'il croyait en nous, tout comme moi. Cette expérience m'avait transformé. J'avais réalisé que la force ne résidait pas seulement dans le fait de gagner, mais dans le courage de se battre,
dans la capacité de défendre ce qui compte vraiment. Nous avions encore un long chemin devant nous, mais je savais maintenant que tant que nous serions ensemble, nous pourrions surmonter n'importe quel obstacle. La tempête n'était pas terminée, mais nous étions prêts à l'affronter, main dans la main, avec amour et détermination. Lorsque je suis sorti du bureau de l'assurance, un mélange d'euphorie et d'épuisement m'a submergé. Ce que je venais de vivre était bien plus qu'une simple réunion. C'était un moment de transformation. Je savais que nous n'avions pas encore gagné, mais nous avions ouvert une porte. Mon cœur battait la chamade, et je pouvais sentir une nouvelle énergie en moi, une force que je ne soupçonnais pas. Les jours qui ont suivi ont été empreints d'une attente mêlée d'espoir. Je me suis mise à réfléchir à tout ce que j'avais traversé. Chaque épreuve, chaque larme, chaque instant de doute m'avait préparé à ce moment. J'avais appris que la résilience ne se mesurait pas uniquement par les victoires, mais aussi par la capacité à se relever, à se battre encore et encore. La voix d'Andrés résonnait dans ma tête. Ce n'était pas seulement une question d'assurance, mais de dignité, de respect et de l'amour que nous partagions. Andrés, quant à lui, semblait plus déterminé que jamais. Il avait toujours eu cette capacité à voir le positif dans les situations les plus sombres, à trouver une lueur d'espoir même dans l'adversité. Ses progrès, bien qu'encore fragiles, étaient le reflet de notre lutte commune. Nous avons passé des heures à discuter de notre avenir, à rêver de ce que nous pourrions construire ensemble si l'assurance acceptait de prendre en charge ses soins. J'ai vu dans ses yeux une étincelle que je n'avais pas vue depuis longtemps, et cela m'a donné la force de continuer à me battre. Les semaines ont passé, et chaque jour, je recevais des nouvelles de l'avocat. Il m'informait des avancées, des discussions en cours, des retours du représentant. J'ai commencé à réaliser que notre combat avait également un impact sur d'autres familles dans des situations similaires. J'ai reçu des messages de soutien de personnes qui avaient entendu parler de notre histoire, qui partageaient leur propre lutte. J'ai compris que notre voix pouvait être porteuse de changement, non seulement pour nous, mais pour d'autres également. Lorsque la réponse tant attendue est finalement arrivée, j'étais dans un état de nervosité extrême. Le courrier était en main et le temps semblait s'être figé. En ouvrant la lettre, j'ai senti mon cœur s'emballer. L'assurance a finalement accepté de réexaminer notre dossier avec un regard plus humain. Il proposait un nouveau plan de soins pour Andrés, une prise en charge qui, bien que pas parfaite, était un pas monumental vers l'avant. J'ai laissé échapper un cri de joie, et Andrés, voyant ma réaction, a souri, son regard pétillant d'espoir. Ce moment a été un tournant, non seulement pour nous, mais aussi pour tous ceux qui luttent dans l'ombre. En célébrant cette victoire, j'ai pris un moment pour réfléchir à tout ce que nous avions accompli. J'ai réalisé que chaque pas que nous avions fait ensemble avait renforcé notre lien. La lutte pour Andrés était devenue notre lutte à tous les deux, un symbole de notre amour. J'avais découvert une force en moi que je ne connaissais pas, une force qui allait au-delà des simples mots. J'avais appris à défendre non seulement mes droits, mais aussi ceux des autres, à m'engager dans des actions qui pourraient inspirer un changement dans notre communauté. Les retombées de notre victoire se sont fait sentir autour de nous. Des familles ont commencé à s'organiser, à se soutenir. J'ai été sollicité pour partager notre histoire lors de rencontres de soutien, pour aider d'autres à naviguer dans le labyrinthe des assurances. Chaque témoignage que je faisais me rappelait la puissance du collectif, le fait que nous ne sommes jamais seuls dans nos combats. À travers ces échanges, j'ai vu des visages se redresser, des espoirs renaître. C'était une belle leçon sur la solidarité, sur le fait que l'union fait la force. Andrés, avec ses progrès, a commencé à participer à des petits ateliers de réhabilitation. Chaque petit pas qu'il faisait, chaque sourire qu'il offrait, était un rappel que notre amour et notre détermination avaient porté leurs fruits. Je me suis souvent retrouvé à le regarder, émerveillé par sa résilience et sa force. Il était devenu un symbole d'espoir pour beaucoup d'autres, et je savais que notre histoire pouvait inspirer ceux qui se sentaient perdus. Tout cela m'a mené à une profonde réflexion sur la notion de légende. Ce que j'avais appris au cours de ce parcours ne concernait pas seulement l'assurance ou les soins d'Andrés, mais une leçon de vie. J'ai compris que chaque défi était une opportunité de grandir, de se transformer et de se rapprocher de ceux qui nous tiennent à cœur. J'ai découvert que le véritable héritage que je voulais laisser était celui de la résilience,
de l'amour inconditionnel et de l'engagement à se battre pour ceux qui ne peuvent pas se battre pour eux-mêmes. En fin de compte, cette expérience m'a appris que le vrai succès ne se mesure pas uniquement en résultats matériels, mais en la capacité à faire entendre sa voix, à défendre ceux que l'on aime et à inspirer les autres à faire de même. Je savais maintenant que, peu importe les épreuves à venir, j'étais prête à affronter le monde avec courage, avec amour et surtout, avec la conviction que chaque petit pas compte. À travers notre parcours, j'espère que d'autres pourront trouver la force de se battre, de ne jamais abandonner et de se souvenir que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir. C'est ce message que je souhaite transmettre. Un message qui, je l'espère, touchera le cœur de ceux qui l'entendent. La vie est un combat, mais c'est un combat que nous pouvons mener ensemble, main dans la main, avec amour et détermination. Maintenant, je veux entendre votre histoire. Avez-vous déjà dû vous battre pour quelque chose qui vous tenait à cœur? Quelles leçons en avez-vous tirées? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et ensemble, inspirons-nous les uns les autres. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager avec ceux qui pourraient en avoir besoin aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour suivre d'autres histoires comme celle-ci. Votre participation rend cet espace si spécial et précieux.